ben regarde. Oui, c'est elle. Ça, merci. Ça, c'est C'est beau, ça. Ça, on sent le métier. Ça n'empêche que tu parles de génétique avant moi, hein, parce que ça n'avait rien à voir. Welcome. Il y a 3-4 minutes, nous en démarre. Non, non, on va s'en... Elle arrive. Prends ton temps, on démarre dans 2 minutes. Prends une gorgée. Recoiffe-toi quand même. Bah toi, non mais je sais, toi t'es avocate, nous on est scribe. Bon, cette fois-ci, on peut y aller. Vas-y. Très bien. Et on fait les 46. Bon, oui, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier organisé par le Healthcare Data Institute, qui est le premier think tank dédié aux données de santé et à l'intelligence artificielle. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une table ronde qui va traiter d'un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler, qui est l'intelligence artificielle, mais surtout, nous allons traiter de l'apport des données et comment les données sont des leviers pour développer l'intelligence artificielle dans la santé. Tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appuie sur des travaux du Healthcare Data Institute et notamment un rapport qui va être publié dans les prochaines semaines. On vous en dira plus dans quelques instants. Avec moi aujourd'hui pour parler de ces sujets, je vais commencer par la droite, par Caroline Henry, qui est vice-présidente du Healthcare Data Institute et associée fondateur de Phase 4 Avocat. Avec nous également Stéphane Sclison, qui est lui aussi membre du conseil d'administration du Healthcare Data Institute et senior principal chez IQVIA. Et enfin, et pas des moindres, Stéphane Roch, également membre du conseil d'administration du HDI et directeur des comptes stratégiques de Medtronic. Bienvenue à tous les trois. Je vous propose de démarrer directement avec un panorama des cas d'usage de l'intelligence artificielle en santé. Vous allez le découvrir dans quelques jours. On dresse dans notre rapport un panorama des cas d'usage, un benchmark international aussi des principaux cas d'usage, que ce soit dans la prévention, dans le soin, dans le suivi des patients, mais aussi dans le pilotage des systèmes de santé. Et j'aimerais tout d'abord commencer par interroger chacun d'entre vous peut-être sur quelques constats, quelques informations qui vous ont interpellé, quelques cas d'usage aussi qui vous semblaient prometteurs. On peut peut-être commencer par vous, Caroline. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas à quel degré vous nous entendez, parce qu'on va s'efforcer de faire autant de bruit que ce qu'il y a dehors. Je ne sais pas si... c'est un cas d'usage en particulier. Moi, mon regard sur ça, c'est qu'il se passe plein de choses. Que l'intelligence artificielle en santé est un terrain extrêmement dynamique, mais que pour autant, je ne suis pas sûre qu'à l'issue de ça, on ait une vision extrêmement ciblée de sur quoi on met le paquet, qu'est-ce qui avance plus vite et sur quoi il y a des stratégies. Je crois que c'est ça, c'est que c'est vraiment un moment, alors on n'est pas complètement en avance en Europe, pour autant c'est vraiment un moment de bouillonnement où il se passe plein de choses et où probablement ce qu'on va appeler de nos voeux derrière et ce qui va se dessiner derrière, c'est une stratégie un peu plus claire sur quoi on a envie de mettre le paquet pour le développement de l'intelligence artificielle en santé. Stéphane Sclison. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Caroline. Il y a effectivement un problème de lisibilité. Alors le côté positif, d'un autre côté, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées et beaucoup d'applications. Mais en même temps, on a du mal à y voir des axes directeurs et on a l'impression que le développement est plus lié à des effets d'opportunité et notamment de facilité d'accès aux données pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle, qu'une véritable stratégie, une véritable volonté, quels que soient les acteurs d'ailleurs, qu'ils soient gouvernementaux ou même privés, et donc une vraie stratégie lisible, et ça c'est quand même assez frappant. Un manque de stratégie, effectivement, mais aussi des divergences entre les différents domaines de la santé, avec certains qui sont plus avancés que d'autres. Tout à fait, et c'est pour ça que je parlais d'opportunités, et probablement, prenons le cas de l'imagerie, qui était, et qui est toujours d'ailleurs le domaine sans doute le plus en avance, parce que là, l'accès aux données était plus facile, et on constate que ce n'est donc plus ça qui va conduire l'innovation, beaucoup plus malheureusement que les
vrais besoins ou les bénéfices attendus pour les patients et les professionnels de santé. On aborde également dans le rapport l'impact de l'intelligence artificielle sur les systèmes de santé et sur l'organisation des soins. Peut-être un mot dessus, Stéphane Roch? Oui, moi je suis convaincu, quand on voit les développements actuels et quand on lit le rapport, que les impacts sont très prometteurs sur les systèmes de santé et l'organisation des soins. Alors pourquoi cette conviction? Parce qu'on le perçoit tous, hein, ces solutions d'IA, la régie nous appelle, non. Ah, c'est l'écran. Ces solutions d'IA ont un impact important sur chacune des briques du parcours de santé, du parcours de soins. Et en plus, on pressent qu'ils vont avoir un effet cumulatif, hein, qu'on pourra aller facilement, grâce à l'IA, du diagnostic aux soins, du soin au suivi, et tout ça en lisant mieux notre système de santé. J'ai choisi de partager avec vous, ça sera un peu plus long que mes collègues pour cette intervention, les autres seront plus courtes, 3 grandes catégories d'impact sur les systèmes de santé qu'on pressent et qu'on décrit dans le rapport. Premièrement, en termes de prévention. Parce qu'on sait tous qu'on n'est pas très bon en prévention et que si on progresse en prévention, les impacts sur notre système de santé seront évidemment très forts. En prévention primaire, on a remarqué des solutions qui sont capables de détecter en amont l'apparition d'épidémies. Également de surveiller l'évolution des épidémies et d'adapter les hôpitaux. Et donc, on sait bien que si on est capable de mieux prévenir ce type d'épidémie, et ça a été vu lors du Covid, on peut mieux préparer les professionnels et puis envisager des campagnes de vaccination, par exemple. En prévention secondaire, Stéphane en a parlé, il y a énormément de solutions en termes d'imagerie. Et on arrive même aujourd'hui à détecter chez les patients asymptomatiques, plusieurs années en amont de ce qu'on fait avec les techniques classiques, des risques de cancer, par exemple. Et qui dit détection précoce, dit prise en charge précoce, allégée, plus efficace, un meilleur pronostic et surtout, pour le système de santé, des conséquences évitées. Et en termes de prévention tertiaire, de plus en plus de solutions se multiplient pour mieux suivre les patients, notamment ceux atteints de maladies chroniques ou les personnes vieillissantes. Donc, je vais m'arrêter un instant sur, c'est le deuxième exemple, ces solutions de télésurveillance médicale qui sont pour nous les plus illustratives aujourd'hui de l'apport de l'IA. Cette télésurveillance qui est enrichie par l'IA, elle permet quoi? Elle permet de mesurer en temps réel un certain nombre de données physiologiques chez le patient, chez lui, à domicile, dans la rue, n'importe où, de mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang. Et cette analyse permet de détecter tout de suite s'il y a des dégradations ou des risques de dégradation, et dans ce cas-là, de déclencher des alertes. Et puis, ces solutions, grâce à des chatbots, permettent de donner une information de qualité au patient pour aussi le rassurer si besoin. En fait, vous constaterez que de nombreuses solutions existent aujourd'hui en Europe, souvent 1 à 2 généralistes par pays. On a vu aussi une solution assez innovante à Singapour, qui d'ailleurs se développe en Inde aujourd'hui, qui s'appelle Biofourmi. Je vous incite à aller jeter un œil, qui en amont même de la télésurveillance intègre les sorties d'hospitalisation, l'accès aux médicaments, l'accès aux généralistes, vraiment tout un parcours patient intégré. Les enjeux sont majeurs de cette télésurveillance parce que, comme vous le savez, ça va permettre une prise en charge beaucoup plus ambulatoire et notamment éviter aux patients des visites non nécessaires et donc un gain de temps considérable dans les hôpitaux ou chez les généralistes, d'autant que les solutions progressent très rapidement et on voit aujourd'hui que les cliniciens, le monde hospitalier traite beaucoup plus vite ces systèmes d'alerte qu'auparavant et ça sera encore plus vite demain et donc un gain de temps réel pour les équipes. Et enfin, c'est pas négligeable, les systèmes d'alerte étant plus perfectionnés, la bonne visite qui devra avoir lieu parce que le patient en aura besoin, on pourra mieux la préparer, et ce pour les équipes soignantes, mais aussi pour le patient. Et enfin, on constate que ces solutions d'IA apportent des contributions sur les systèmes de santé en tant que tels. Pas uniquement le patient ou l'équipe soignante, mais tout notre système de santé. On a répertorié dans le rapport 3 catégories. La meilleure gestion des approvisionnements des produits de santé, l'optimisation du temps médical, on en a parlé, et puis l'optimisation des flux hospitaliers et de lutte aussi contre les déserts médicaux. On a par exemple repéré comme anecdote, mais qui n'est pas négligeable, un investissement par le gouvernement japonais de 100 millions d'euros sur un petit nombre d'hôpitaux pour les doter de solutions d'IA pour dégager du temps aux médecins en les allégeant des tâches administratives. Pour conclure, on pense qu'une réflexion doit être co-construite avec les acteurs de santé et les autorités pour être capable de mesurer
ces enjeux organisationnels. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, les méthodologies ne sont pas claires. Et donc, peut-être en y associant des données de vie réelle, il est très important de réfléchir à comment on va mesurer ces gains pour les systèmes de santé. Merci à tous les trois. Je vous propose ici un petit résumé des cas d'usage que nous avons traités dans le rapport et puis surtout une évaluation de leur niveau de maturité basée sur la recherche que nous avons pu faire et la bibliographie qui existe sur ces sujets-là. Ce graphique révèle différentes choses. On voit qu'il y a des niveaux d'avancement assez hétérogènes avec certains cas d'usage qui sont à un stade avancé. Vous constaterez qu'aucun n'est à un stade généralisé, certains des stades beaucoup plus émergents. Peut-être un commentaire tout d'abord sur ce panorama global. Je vais commencer par vous, Stéphane. Oui, comme on l'a dit, le différentiel de vitesse est assez impressionnant. Et encore là, on a fait une synthèse. Si on le faisait application par application, ça serait encore plus important. Et qu'est-ce qui peut expliquer, au-delà de ce que j'ai dit, d'effets d'opportunité pour le développement, il y a aussi l'adoption, évidemment, l'interopérabilité entre les systèmes, et puis, de façon générale, le bénéfice perçu. C'est-à-dire que pour un professionnel de santé, savoir qu'une solution comme Ophthaï, par exemple, va pouvoir permettre de multiplier les diagnostics ophtalmologiques de façon extrêmement efficace, il faut y voir un intérêt, et notamment retrouver du temps clinique avec le patient. Au passage, d'ailleurs, je crois que tu as évoqué les déserts médicaux, il ne faut pas oublier dans les bénéfices de l'intelligence artificielle, la démocratisation de la meilleure connaissance. Et ce n'est pas neutre. C'est-à-dire l'accès pouvant être garanti aux patients au meilleur niveau. Et en tout cas, pour revenir sur ces différents domaines, on voit qu'il y a des choses qui sont plus liées à de l'adoption individuelle et qui va être un petit peu plus infra. Quand il s'agit d'aller voir des choses sur les systèmes de santé, là, c'est beaucoup plus concentré. Donc, il y a aussi un effet plus favorable. On voit donc que c'est très tributaire de quelques facteurs et ce qui empêche un développement, j'allais dire, harmonieux ou généralisé ou focalisé ou lié à une stratégie réelle. Il y a quand même un élément qui ressort, c'est celui sur la médecine de précision. La médecine personnalisée, c'est quand même une promesse de l'intelligence artificielle. Alors on voit que les cas en médecine de précision sont émergents. Peut-être une analyse là-dessus, Stéphane Roch? En fait, on a constaté que de nombreuses études font cette corrélation intéressante entre médecine de précision, voire médecine personnalisée et IA. Mais les études concluent qu'on est encore à un stade expérimental. Alors, déjà, n'oublions pas ce qu'on vient de vous rappeler, tous les exemples en termes de détection, de prévention. Il y a aujourd'hui des modules qui permettent de détecter si précisément, de dépister si précisément, notamment, par exemple, le cas de cancer rare, qu'on est quasiment dans de la médecine, on est dans la médecine de précision, et on peut presque parler déjà de médecine personnalisée, de détection personnalisée. Il y a également aujourd'hui, et on les mentionne là également dans le rapport, quelques exemples dans la prise en charge grâce à des solutions à base d'IA qui permettent d'ajuster le traitement. On cite la solution Embryoli, qui est une solution personnalisée en médecine reproductive, un dispositif marqué CE qui est utilisé par exemple à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille et qui vise à personnaliser et soutenir la prise de décision des cliniciens. En fait, la plateforme va être capable d'optimiser l'évaluation et le classement des embryons grâce à de l'IA pour sélectionner les embryons qui auront le meilleur potentiel de grossesse clinique. Un autre exemple que l'on connaît bien chez Medtronic, c'est en chirurgie du rachis, puisqu'on propose aux équipes médicales de personnaliser la chirurgie de certaines corrections de déformation de la colonne vertébrale, le cas de scoliose par exemple. Ce qui va se passer, c'est que le chirurgien et son équipe vont préparer l'opération pour l'améliorer. En fait, le chirurgien va visualiser, grâce à l'IA, la correction qu'il aimerait apporter à la colonne du patient. Il va donc préparer l'intervention et, s'il le souhaite, il peut même lancer en production un implant personnalisé. La solution va lui proposer la meilleure correction au vu de ce que lui attend et de ce que le patient attend, c'est très important. Et si le clinicien le souhaite, il peut l'adapter, évidemment, l'ajuster. Et dans les deux cas de figure, il suivra ce qu'il aura ajusté ou ce qui lui aura été proposé. Il suivra ce modèle opératoire avec un implant personnalisé qui aura été livré à l'hôpital. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que
Le patient en question a bénéficié, grâce à l'IA, de l'ensemble des patients qui ont précédé. Et lui-même, ces datas vont être réinjectées dans le système pour améliorer à nouveau le caractère prédictif de l'algorithme pour encore mieux proposer de manière personnalisée les corrections aux patients d'après. Et puis enfin, n'oublions pas les progrès récents apportés par l'IA pour les patients atteints d'un diabète de type 1. Vous avez entendu parler, je pense, des boucles dites semi-fermées, où il y a une pompe à insuline, il y a un capteur et puis il y a un algorithme. Aujourd'hui, certaines solutions proposent un algorithme doté d'IA qui va auto-apprendre des jours précédents. C'est-à-dire que tous les soirs, il va se réajuster au regard de la vie du patient réel des jours précédents pour ajuster le programme du lendemain. Donc on est vraiment sur des solutions qui se personnalisent, qui se précisent évidemment. Un des enjeux qu'on a noté, comme pour pas mal de solutions, vous le verrez, ça va être le développement de ces solutions personnalisées au regard des business models qui aujourd'hui n'existent pas vraiment. Et on peut imaginer qu'à solution personnalisée, on aura une tarification spécifique, probablement. Et vous allez voir que déjà, c'est compliqué d'envisager le remboursement de solutions à base d'IA. Et donc là, vous doublez la mise. Donc ça sera peut-être moins le cas dans des systèmes de santé où le reste à charge patient est conséquent, puisque le patient pourra décider de payer plus cher une solution personnalisée. Mais ça pose des questions dans nos systèmes plus solidaires. Merci. Nous allons entrer dans un instant dans les freins et les accélérateurs. Mais avant ça, un dernier constat, ce sont les tropismes géographiques de l'intelligence artificielle. Vous voyez ici qu'il y a 3 grands pôles qui se distinguent, les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie avec la Chine et dans une moindre mesure le Japon. On va peut-être prendre quelques instants juste pour commenter cette carte. Caroline Henry. Ouais, je ne sais pas si on va vous apprendre grand-chose sur cette carte, mais en tous les cas, on va objectiver un certain nombre de points. On est en Europe pas les champions du monde de l'intelligence artificielle en santé. Alors on a au moins 2 gros concurrents sérieux. Là non plus, on ne va pas vous apprendre grand-chose, mais peut-être se poser les questions de pourquoi c'est des concurrents sérieux ou pourquoi ce sont des leaders sérieux aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en capacité de faire. Les États-Unis d'abord. Les États-Unis parce qu'on fait et après on réfléchit de comment on encadre tout ça. Ce n'est pas notre spécialité à nous en Europe. Donc une avance aussi parce qu'on a un dynamisme évident de collaboration entre les universités, le monde industriel qui parfois fait défaut sur les milieux européens. Un environnement politique qui est favorable parce que, évidemment, se positionner en leader sur ce type de technologie, c'est un sujet hyper fort et hyper important pour les États-Unis et que, de fait, la compétition a commencé pour eux bien avant, j'allais dire, qu'on la métabolise complètement du côté européen. Et puis, des grandes structures qu'on connaît tous, qui sont des structures qui peuvent être généralistes, comme Google, IBM ou Microsoft, qui, pour autant, ont des positions extrêmement avancées aussi sur ces technologies et parfois même recrutent des cerveaux franco-français qui font la fine fleur de l'intelligence artificielle et qui finalement ont un environnement de travail plus évolué que ceux qu'on était en capacité de leur proposer en Europe. La Chine aussi, puisque la Chine s'est donné un objectif. Alors pour le coup, tout à l'heure, je parlais de stratégie et je disais qu'on n'était pas très au clair de sur quoi on avait envie de mettre le paquet. Les Chinois sont extrêmement au clair de ce sur quoi ils ont envie de mettre le paquet. Ils veulent être leaders dans des technologies d'intelligence artificielle et des technologies d'intelligence artificielle en santé, avec un investissement qui est absolument colossal, puisqu'on a 100 milliards d'euros d'investissement pour devenir le leader de l'IA d'ici 2030, et un investissement aussi, vous le verrez sur la carte, qui est relativement important sur les technologies d'intelligence artificielle en santé. Le Japon aussi, pareil, je parlais de stratégie, mais pour les Japonais, c'est assez clair puisqu'on a un vrai sujet démographique. Donc, des développements qui sont vraiment tournés autour de la prévention des maladies et donc de manière extrêmement claire. Et peut-être aussi, alors en Europe, voilà, on en fait le constat, tout le monde en fait le constat, ça ne veut pas dire que la bataille est perdue, mais on a un retard technologique qui est considérable. On a à l'échelle européenne, et je crois que si on a un message parmi plusieurs, mais peut-être un message extrêmement fort qu'on a envie de passer, c'est que l'Europe
est une solution, est une échelle stratégique extrêmement importante. Souvent en France, on pense d'abord français, le problème il est suffisamment compliqué et après on pensera européen. Nous, on pense qu'il faut d'abord penser européen pour pouvoir bien penser à l'échelle française, puisque l'Europe est en train de déployer une stratégie extrêmement pensée, extrêmement fournie, au carrefour de plusieurs choses, de la donnée, de l'intelligence artificielle, de la santé, qui peut être extrêmement porteuse pour les développements. Et puis en Europe, on a une petite exception culturelle, je dirais, avec les pays du Nord. Les pays du Nord, eux, qui ont une approche beaucoup plus harmonieuse peut-être à ce stade de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques, une expérience et une adoption qui est déjà plus évoluée que la nôtre, et puis des investissements privés importants sur ces territoires-là. Donc peut-être une position à observer pour nous Français parmi les différents États européens. Alors Caroline, justement, vous citez l'Europe comme étant un des leviers. Effectivement, dans une seconde partie du rapport, nous avons travaillé sur différents leviers, freins et accélérateurs de l'adoption de l'intelligence artificielle en santé. Peut-être un petit commentaire général d'abord sur les différents leviers sur lesquels on a travaillé. Oui, Caroline. Ouais, de nos discussions et des nombreuses personnes qui ont eu la gentillesse de nous accorder du temps qu'on a entendu, on a distingué plusieurs verticales, je dirais, qui sont à la fois des verticales où on a constaté des freins, mais à la fois où on a des leviers forts pour essayer d'accélérer ces technologies. Alors peut-être l'Europe, je le disais, et donc je m'étends pas, mais pour autant, vraiment, c'est un message fort qu'on a envie de porter. L'Europe et le positionnement de la France qui est assez ambivalent avec l'échelle européenne. Le réglementaire, voilà, ça c'est un sujet qui va être important à plusieurs niveaux. C'est un sujet qui va être important au niveau de l'accès aux données, puisque sans données, on ne fait pas d'intelligence artificielle. Avec un niveau aussi d'évaluation des solutions, on est dans autre chose, on est dans un autre monde. On est dans un monde technologique qui va extrêmement vite et il faut ici qu'on arrive à adresser ce problème. Et puis aussi, je ne sais pas s'il y a des cliniciens dans la salle, mais il y a un vrai sujet, une question qu'on se pose souvent, c'est ouais, c'est super, on va avoir une autonomie, cet objet-là, on est habitué à travailler avec des dispositifs, mais celui-là, il va être un peu plus intelligent, entre guillemets, que la moyenne. Comment je me positionne, moi, par rapport à ce qui est ma sphère de responsabilité et comment les fournisseurs de ces solutions se positionnent, eux, et comment je vais avancer sereinement dans ce parcours-là. Et puis, une question de modèle économique, de valorisation. Il y a un sujet au niveau de la valorisation des données, et il y a un sujet aussi autour du modèle économique des solutions qui émergent et qui vont émerger. Et puis, un sujet global d'adoption. Un sujet global d'adoption qui va se poser aussi bien pour les professionnels de santé. Comment on s'embarque là-dedans, de quelle manière, qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on s'embarque? Et puis aussi pour le grand public, je pense que la chose qui a été la moins bien sentie dans cette affaire-là, c'est surtout d'appeler ça intelligence artificielle. Ça crée beaucoup de choses autour de ça qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais il faut rattraper le terrain qu'on a perdu en mettant les mauvais mots sur la bonne chose. Merci Caroline. On a vu dans les tropismes géographiques que l'Union européenne accumule un certain retard qui s'explique par différents facteurs. Stéphane Sclison, peut-être un commentaire là-dessus. Quels sont pour vous les leviers les plus importants qui pourraient peut-être expliquer une partie de ce retard? Eh bien, Caroline l'a déjà évoqué. La solution pour l'Europe, c'est l'Europe. Puisque finalement, ce qu'on observe quand on compare... Et on était gentil, on n'a pas comparé à Israël en plus, on a comparé à des grands blocs. Quand on compare l'Europe, on voit le retard, on voit la fragmentation, et tout ça vient d'un manque d'unité, d'un manque de stratégie aussi, de certaines orientations misées aussi plus sur certaines priorités, donc d'annoncer clairement des choses. Et chacun de son côté vit un peu le syndrome de la santé en Europe. Droit de subsidiarité, donc très vite, on se dit non, on va pas rentrer là-dedans. On y rentre quand même parce qu'il y a quand même des réglementations européennes, mais c'est très, très ambivalent. Donc la vraie solution, c'est probablement ça. En tout cas, pour impulser les développements, pour les adoptions, c'est autre chose. Il y a un besoin d'acculturation générale et de confiance générée. La perception aujourd'hui, a priori, de l'intelligence artificielle, c'est, comme disait une philosophe canadienne, c'est la connaissance sans la sagesse.
Et c'est bien cette image qui colle à la peau de l'intelligence artificielle qui prévient pas mal de développement en disant on va vers une médecine remplacée et pas une médecine augmentée. Alors on est bien, et dans le rapport on l'a pas mal développé dans le panorama, on va bien vers une médecine augmentée. Il ne s'agit pas de remplacer, mais bien d'améliorer les soins. Donc il y a aussi ces choses-là, et probablement qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi des choses à faire pour générer cette confiance et cette acculturation vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On l'a évoqué précédemment également, la question du modèle économique et de l'accès au marché des solutions d'intelligence artificielle. Alors dans le rapport, on aborde plusieurs pistes, plusieurs constats, notamment autour de la valorisation des solutions d'IA, mais aussi la valorisation des données. Stéphane Roch, peut-être un commentaire sur quels sont aujourd'hui les principaux enjeux autour de l'accès au marché des solutions d'IA. Merci Anka. Donc en effet, on considère qu'il y a deux sujets majeurs pour l'accès au marché. Le sujet de l'accès aux données et leur valorisation, et puis le sujet de l'évaluation et du remboursement de ces solutions. Concernant l'accès aux données et leur valorisation, aujourd'hui on sait qu'on a encore un trop grand nombre de nos startups et même grands groupes qui choisissent, qui sont contraintes, j'allais dire, d'optimiser leur accès, notamment en passant par les États-Unis et pas par l'Europe, alors qu'on a des données de grande qualité, on le sait tous. Et pourtant, de nombreuses recommandations ont déjà été faites. Dès 2020, le contrat stratégique de filière des industries de santé faisait des recommandations très claires. L'Europe travaille aussi sur des recommandations pour proposer une tarification unique, équitable, pour faciliter l'accès à toutes ces données. Mais ça engendre des questions aujourd'hui, de négociations, de gouvernance. Donc on a une force. En Europe, c'est l'Europe, comme tu l'as dit. Mais on le sait tous, c'est plus compliqué de se mettre d'accord à 27. Et sur la valo des données et leur accès, on n'y est pas encore. Concernant l'accès au marché, imaginons qu'on ait pu accéder aux données de qualité et qu'on ait développé une solution de qualité également. Souvent, alors il peut y avoir des solutions, on le décrit dans le rapport, de commercialisation dans B2B, voire directement aux patients, mais souvent, les solutions recherchent un remboursement après leur marquage CE. Et aujourd'hui, le défi, c'est essentiellement au niveau de l'évaluation de ces DM numériques ou ces DM embarquant de l'IA. Parce qu'on le comprend tous, ce sont des solutions très évolutives. Leur cycle de vie est très rapide, ça va très vite. Et les méthodes d'évaluation utilisées jusqu'à maintenant, principalement pour les médicaments, sont probablement plus les bonnes. Or, tout le monde le dit, tout le monde le pense. Il y a des travaux qui sont menés au niveau de l'Europe aujourd'hui. Il y a des travaux menés en France également. La HAS, ces dernières années, a proposé un certain nombre d'ajustements. Le problème, c'est qu'on n'y est toujours pas. Et avant de conclure, je vais citer un intervenant ce matin d'une conférence qui était le professeur Jean-Emmanuel Bibeau, qui est médecin cancérologue et chercheur en IA, qui évoquait les solutions qui arrivent aux États-Unis aujourd'hui, destinées aux patients, aux citoyens, pour encadrer, favoriser leur automédication. Parce que le système de santé est très cher, vous le savez. Si vous avez un doute et que vous allez aux urgences, vous mettez le pied et vous avez déjà perdu 1 000 $. Et il y a beaucoup de solutions qui aujourd'hui sont sur le point d'arriver, qui vont proposer, pour 80% des cas, évidemment il y aura des cas où il faudra aller aux urgences, un encadrement de l'automédication pour une somme nettement inférieure à 1 000 $. Et ce qui était intéressant dans son propos, c'était le point sur la régulation, considérant que ces nouvelles solutions qui s'adresseront aux citoyens lambda ne vont pas passer par les mêmes fourches codines d'évaluation, puisqu'elles ne s'adresseront pas à un professionnel de santé dans un cadre hospitalier. Et donc, voilà, il mettait en porte-à-faux le fait que ça va aller très vite et que si les évaluations plus classiques de produits de santé ne se simplifient pas, d'une part, il y aura beaucoup moins de choses qui arriveront en Europe, on l'a dit, mais d'autre part, il y aura d'autres solutions qui prendront le pas. Concernant cette évaluation, et vous verrez dans le rapport, il y a une recommandation, j'en dis pas plus, c'est sous embargo jusqu'à une date qui est elle aussi sous embargo jusqu'à ce que Anka vous la dévoile, mais une des recommandations est vraiment centrée sur l'évaluation. Mais il paraît évident qu'il faut que cette évaluation soit plus dynamique, plus agile, qu'on la réadapte plus rapidement et qu'on intègre aussi, on l'a dit, les impacts organisationnels de ces solutions. Pour conclure, aujourd'hui, on entend que les autorités, le régulateur sont préoccupés. Il y a des travaux qui sont menés. Le seul souci, c'est le délai. Et je finirai par citer un autre intervenant de ce matin, Monsieur Revel, un directeur général de l'AP-HP. Et je trouvais très intéressant quand il évoquait le fait que
la décennie qui vient dans nos systèmes de santé va être la plus difficile quand on regarde les indicateurs démographiques, sanitaires, les ressources humaines. Donc ces 10 ans là devant nous vont être compliqués. Et il disait qu'il fallait vraiment qu'il y ait un cadre juridico-économique très très vite proposé par les autorités pour mettre à l'échelle toutes ces solutions à base d'IA. Merci Stéphane. Peut-être avant de conclure et d'ouvrir aux questions, un dernier commentaire quand même, Caroline Henry, sur le volet réglementaire, puisque c'est quand même un petit peu le sujet qui est très d'actualité en ce moment et qu'on aborde dans le rapport brièvement. Alors, je vais essayer de faire hyper court pour qu'on ait le temps de se parler un petit peu. Et pour le coup, le sujet est vaste. Je crois que si on doit insister sur quelque chose, ça fait longtemps qu'on prêche, mais un peu dans le désert. Mais là, on a quand même quelques oreilles qui se tendent, donc on en profite. C'est qu'il y a une structuration du cadre de tout ça à l'échelle européenne, une structuration que vous connaissez probablement, qui est la réglementation sur l'encadrement des traitements de données de santé, qui s'appelle le RGPD. Ça, c'est une première chose. Sur l'IA, on a quelque chose dans les tuyaux qui se dessine probablement pour l'année en cours, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est faisons orgueil de ce que nous pouvons. La première régulation globale mondiale sur l'intelligence artificielle, avec des choses à anticiper tout de suite. Si vous portez des projets d'intelligence artificielle, c'est pour demain. Donc anticiper tout de suite les contraintes et l'encadrement serein qu'apportera ce texte. Et puis aussi quelque chose qui est important, c'est le règlement sur l'espace européen des données de santé. Celui-là, j'espère qu'il n'est pas passé sous votre radar, parce que pour les Français, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a notre vision du monde et il y a la vision européenne. Pour les Français, on a beaucoup de débats. Vous avez entendu le débat sur le Health Data Hub et sur un certain nombre de choses. Beaucoup de débats sur la valeur de la donnée. L'Union européenne n'a pas le même regard là-dessus. L'Union européenne voit la valeur dans les utilisations que nous allons faire des données. Et ici, il y a un renversement de prisme qui est extrêmement important. Ça va peut-être passer par la négociation et ça va peut-être être un peu nuancé par rapport au projet qu'on connaît actuellement. Mais je crois que ça, pour l'écosystème, c'est extrêmement important. C'est une bonne nouvelle pour les porteurs de projets d'IA. Et c'est une nouvelle importante pour ceux qui produisent de la donnée et de la donnée de qualité qui peut servir à l'IA. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir ces trois dimensions dans le viseur et puis espérer que le régulateur européen fera une harmonie entre ces trois textes qui ont quand même des points de frottement à l'heure actuelle. Alors, on va conclure sur ces paroles. Évidemment, on ne vous dévoile pas l'intégralité des leviers qui sont cités dans le rapport, puisque nous organisons une conférence le 26 mars à 9h en ligne. Vous pouvez vous inscrire en flashant le QR code qui est ici. C'est ouvert à tous et donc vous pouvez assister à cette conférence pour découvrir l'intégralité des constats, des leviers et évidemment les 10 recommandations du Healthcare Data Institute pour accélérer la transformation de la santé grâce à l'IA et aux données. Est-ce que nous avons des questions dans la salle avant de conclure? Oui. C'est pas une question, mais c'est partager une information. Aux États-Unis avec la FDA, je parle de medical devices. Aux États-Unis, les compagnies, vous êtes électronique, vous savez, il y a des meetings réguliers avec la FDA, entre l'industrie et la FDA. Ce sont des bacs à sable, des sandboxes. Et c'est là où on partage, et on fait ça au fait dans d'autres régions du monde, où vous partagez avec les régulateurs qui peut-être ne savent pas où est-ce qu'on en est la technologie. C'est à travers ça que ça facilite aussi la régulation, qu'elle soit adaptée et rapide, plus rapide, disons. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Pas d'autres questions? Oui, une question au fond. Attendez. Bonjour, moi j'ai une double question en fait. La première, c'est quoi les dates qu'on peut avoir en tête en fait sur tout ce que l'IA va transformer? Je voyais, vous disiez la Chine veut être leader d'ici 2030. Qu'est-ce qu'il y aura d'ici 2030? C'est 2040, 2050? Enfin, c'est quoi un petit peu les dates qu'on peut imaginer de la révolution que ça va apporter? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit
l'IA, c'est peut-être pas le bon terme pour nommer tout ça. Ça serait quoi le bon terme, du coup? Alors super, merci. On me dit tu réponds, c'est toi qui l'as dit. Alors deux choses, scénario catastrophe, si on se bouge pas un peu à plein de niveaux, qu'est-ce qui se passe en 2030-2050? Il se passe qu'on n'a que de l'IA chinoise en France. Voilà, ça c'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. C'est quoi le bon terme? C'est probablement de gommer la dimension d'intelligence et a fortiori artificielle, puisque ceux qui sont autorisés, dont je ne fais pas partie, vous disent que finalement cette chose-là n'est pas très intelligente, qu'elle peut aussi halluciner et que probablement quand on écoute ceux qui sont spécialistes des sciences du comportement, ils disent qu'il y a beaucoup de conséquences sociétales qui émergent de la terminologie qu'on utilise et qui, une fois qu'elle est posée, est extrêmement difficile à contrecarrer dans le temps. C'est beaucoup plus difficile quand on pose les mauvais mots d'arriver à rattraper la confiance qu'on a perdue que quand on pose les bons mots. Je vais peut-être compléter cette réponse en disant les dates, c'est à nous de les décider. C'est ce que disait Caroline. À nous de faire en sorte que on a un certain nombre de choses qui ne posent pas problème. Le problème n'est pas la technique. Là-dessus, ça va vite. On l'a vu, certains freins qu'il faut auxquels il faut rapidement répondre, et plutôt au niveau européen, parce que ça sera plus efficace. Alors, ce qui concerne la façon de nommer l'intelligence artificielle, moi j'aime bien ce qui était au tout début de l'intelligence artificielle, quand on est passé de la bêtise naturelle à la première intelligence artificielle, qui étaient les systèmes experts. Et c'est pas mal en gommant cette côté d'artificialité qui s'oppose généralement à la naturalité de pas mal de choses, notamment les données personnelles. On pourrait revenir sur la médecine personnalisée. On touche au patrimonial directement sur les données. Et donc il y a une friction qui s'oppose. Et d'ailleurs, dernière chose qui fait que les sciences sociales ont un apport essentiel, à mon sens, pour notamment l'adoption de l'intelligence artificielle. Il faut penser les systèmes experts. Il faut penser leur intégration dans la société, parce qu'il s'agit que tout le monde ait un niveau d'adoption ou d'acceptation de ces systèmes experts. Juste une phrase sur les délais. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'essaie de vous répondre en utilisant l'apport lors du sommet récent à Saclay. Il y avait le patron de l'innovation israélienne qui répondait aux enjeux de l'Europe versus États-Unis. Et on l'a vu, ils sont très en avance en Israël sur ces sujets. Et lui disait très clairement, les nations qui, dans les 5 à 10 ans à venir, ne maîtriseront ni l'IA ni le quantique, seront dans le deuxième peloton des nations en termes d'innovation, y compris en santé. Donc voilà, une fourchette de temps à 5 ou 10 ans pour vraiment se mettre en ordre de marche, quoi. Très bien, un grand merci à tous. Merci à nos 3 invités. Un grand merci à vous aussi pour votre participation. On peut les applaudir. Et évidemment, on se donne rendez-vous le 26 mars à 9h. Vous pouvez vous inscrire en flashant le QR code pour la révélation des recommandations du HDI. Merci à tous.